Ce château remis à neuf ravit la 2e place de votre classement. Perché à plus de 700 mètres d'altitude, on dit de lui qu'il surgit de la roche. C'est le château dont on rêve quand on est enfant. Il faut dire que la plongée dans le Moyen-Âge y est plus vraie que nature. Jeune damoiseau, là! L'occasion d'y découvrir certaines coutumes de l'époque. Une dame qui a dépassé 14 années, elle se coiffe. Autrement dit, elle porte une coiffe. Et ça, jeune damoiseau, damoiselle, quelle que soit la religion de la dame. Vous, les petites damoiselles, comme vous n'avez pas 14 années, vous pouvez vous promener comme vous voulez. Et oui, au château, on sait se mettre les enfants dans la poche. Et Nathaniel ne déroge pas à la règle. Guide ici depuis 10 ans, quand il croise les bambins, il ne manque pas non plus d'amuser la galerie. Elle est gentille? Oui, parce qu'elle fait des potions plutôt empoisonnées. Hein, bah, vous avez ce que ça donne? Avant, il s'appelait Gérard. Rassurez-vous, Nathaniel sait redevenir sérieux dès qu'il s'agit de parler de son château de cœur. Quasiment 270 mètres de long au sommet de la montagne. Donc de lui-même, il en impose. De lui-même, c'est un monument qui ne laisse pas indifférent. Il est impressionnant quoi qu'il arrive. Les premières mentions du château remontent au XIIe siècle. Détruit puis laissé à l'état de ruine pendant des centaines d'années, l'histoire de sa renaissance est plus contemporaine. 1908 plus précisément, dans une Alsace qui à l'époque est allemande. L'empereur allemand, à la veille de la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Guillaume II de Hohenzollern, décide de le restaurer intégralement pour le transformer en cerise sur son gâteau politique qu'il est en train de préparer pour l'Alsace de son époque. Asseoir la puissance germanique sur la région, tel était donc l'objectif de Guillaume II. Et les traces de sa restauration sont visibles un peu partout au château. Une sorte de chasse au trésor grandeur nature. Monsieur le maire, bonjour. Ah, bonjour, Nathaniel. Claude est le maire d'Orschwiller, commune sur laquelle est implanté le château. Passionné d'histoire, c'est depuis sa plus tendre enfance son terrain de jeu favori. Je suis toujours à la recherche de ces petits signes là qu'on retrouve sur ces pierres et très souvent les visiteurs passent à côté de ces marques alors que c'est des trésors. Des trésors gravés dans la roche. Certains signes très simples permettent d'identifier les pierres posées au Moyen-Âge. À l'époque, chaque tailleur de pierre possède sa propre marque. Et en fonction du nombre de pierres taillées, un salaire leur est attribué. C'est pour cette raison-là qu'on les appelle les marques de tâcherons, parce qu'ils étaient payés à la tâche. Cette tradition des marques, l'architecte de la restauration du château a choisi de la perpétuer. Non plus pour établir les bulletins de paye cette fois, mais plutôt pour se repérer dans le temps. Elles nous permettent de suivre l'évolution non seulement de la restauration, mais aussi de déterminer quelles sont les parties anciennes du château. C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un ponton à chaque étage. À chaque symbole correspond une année de construction. Pour les déchiffrer, il faut grimper plus haut. Une nomenclature précise imaginée par l'architecte en charge des travaux. Baudot et Barque a été très pédagogue puisqu'il a décidé d'imaginer 8 marques. Pourquoi 8 marques? La restauration a duré de 1901 à 1908, donc 8 années. Ayez l'œil aiguisé. Si vous voyez un drôle de W sur une pierre, c'est qu'elle a été posée en 1901. Un aigle royal, symbole de l'Allemagne, c'est qu'elle date de 1903, et ainsi de suite. On a même fait mention de 1909 et 1910, donc on imaginait déjà qu'il pouvait y avoir un retard dans le chantier. Loin de prendre du retard, l'architecte a même réalisé une restauration express, véritable prouesse pour l'époque. Depuis, les visiteurs se pressent en masse. Ils sont plus d'un demi-million chaque année à venir admirer portes monumentales, escaliers en colimaçon, donjons et autres canons d'époque. Sans oublier bien sûr son panorama grandiose sur toute la plaine d'Alsace. Au sommet du château, on peut admirer l'alignement des sommets vosgiens qui forment une frontière naturelle. C'est la fameuse ligne bleue des Vosges, une expression que l'on doit à Jules Ferry, vosgien d'origine qui était très attaché à ses terres natales. À l'intérieur, c'est le même enchantement. On y découvre une foule de pièces à la décoration médiévale soignée. Et puis Guillaume II a été mis à l'honneur, bien sûr, dans la grandiloquente salle du Kaiser d'abord, et puis une autre pièce ouverte au public seulement quelques mois par an, les cuisines de l'empereur. Ce château est restauré par l'empereur, mais pour devenir un musée. C'est-à-dire que Guillaume II n'a jamais habité, ni même dormi une seule fois au Königsbourg. C'est bien là la seule pièce qui soit destinée au service privé et direct de Guillaume et de ses convives. Vaisselle clinquante, piano rutilant, mitigeur dernier cri, rien de trop beau pour le Kaiser.
Rien de trop beau non plus dans la salle des armures, où trônent fièrement lance et hallebarde. À l'intérieur, Nathaniel ne résiste pas à l'envie de faire revivre l'histoire. Je peux vous proposer d'essayer l'armure qui est juste derrière les cordes. Ah, c'est vrai? Ah bah oui, génial. Quelques minutes suffisent et mademoiselle est transformée en vraie chevalière du Moyen-Âge. On va mettre la salade aussi La salade. par-dessus. Voilà. C'est lourd? Non, ben, c'est moins lourd que je pensais. Donc là, on a 30 kilos qui vont être répartis de manière homogène sur l'ensemble du corps. Et le but n'est évidemment pas d'handicaper celui qui porte cette défense. Donc contrairement aux idées reçues où on voit les soldats dans les films tomber à terre et incapables de se relever comme des tortues sur le dos, on est mobile, on est dynamique. Et se relever, c'est important parce que se relever, c'est sauver sa vie, tout simplement. Et justement, de cinéma, il en a beaucoup été question au château. Et le plus illustre, la citadelle du Seigneur des Anneaux, le château ambulant du célèbre cinéaste japonais Miyazaki, tous deux inspirés du look extraordinaire du Haut-Königsbourg. Dans les années 30, il a même accueilli l'équipe d'un chef-d'œuvre du cinéma français. Eh bien, c'est là que Jean Renoir avait posé ses caméras pour tourner La Grande Illusion. La Grande Illusion, c'était en 1937, avec Pierre Freinet et Jean Gabin, un film qui a connu un très très gros succès. De là à dire que le succès du film est lié à la beauté de l'édifice, il n'y a qu'un pas. En tout cas, son sublime décor n'a pas fini d'inspirer Nathaniel. C'est un monument qui pour moi est très engageant et très encourageant parce que je sais que j'en ferai jamais le tour. Vous non plus, vous n'en ferez sûrement pas le tour, mais promis, cette sublime sentinelle de pierre et ses mystères, ils le valent le détour.